Il semble qu'une tension possible soit en train de naître entre les forces de l'ordre, alors que la recherche de Nancy Guthrie se poursuit 13 jours après qu'elle a été enlevée de chez elle au milieu de la nuit. Un rapport choc accuse le shérif du comté de Pima d'empêcher le FBI d'accéder à des preuves qu'il a demandées dans cette affaire. À présent, le shérif riposte alors que de nouvelles preuves sont révélées. Dans ce mystère, nous enquêtons dans l'émission présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Je veux vous montrer des images de cette vidéo qui a été publiée à plusieurs endroits en ligne. Mais TMZ rapporte que les forces de l'ordre prennent cela au sérieux et enquêtent dessus. Cette vidéo montre un homme, le 23 janvier, marchant intentionnellement à reculons sur les marches d'entrée d'une maison à environ 10 km de chez Nancy Guthrie. TMZ floute le visage de l'homme, mais ils disent que l'homme a une barbe. Elle est similaire, d'une certaine manière, à la barbe que l'on peut voir sous la cagoule que porte l'homme. Sur le perron de la maison de Nancy Guthrie le 1er février, sur ces images publiées par le FBI plus tôt cette semaine. Cette vidéo a été prise vers 5 heures du matin. Puis l'homme s'enfuit quand un chien recommence à aboyer. Nous ne savons pas si c'est la personne qui aurait enlevé Nancy Guthrie. Il n'est pas clair si cela aura un impact sur l'enquête. Mais selon TMZ, les forces de l'ordre examinent la vidéo et la prennent au sérieux. Avant d'aborder ce nouveau rapport explosif de Reuters concernant les forces de l'ordre dans cette affaire, voyons les nouvelles preuves qui viennent d'être révélées. Je veux que vous regardiez ces images ici parce que le FBI les a publiées jeudi soir. Et ce qu'elles montrent, c'est le type de sac à dos selon eux. Le suspect, l'individu armé, a été vu sur une vidéo de surveillance portant ce sac à dos sur le perron de Nancy Guthrie, vers le moment où elle a disparu le 1er février. Maintenant, le sac à dos est un sac Ozark Trail Hiker de 25 litres et le seul endroit où vous pouvez en obtenir un, c'est chez Walmart maintenant. Cela pourrait représenter une avancée majeure et aider à retrouver la personne filmée par la vidéo de surveillance sur le perron de Nancy Guthrie le matin de sa disparition. Et vous pouvez voir dans la vidéo publiée par le FBI la personne masquée portant ce sac à dos. Et ce sac à dos est plein. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. En plus des images du sac à dos, le FBI a également publié pour la première fois une description officielle de cette personne. Il disant que le suspect est un homme, mesurant environ 1,75 m ou 1,78 m avec une corpulence moyenne. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais le fait de préciser cette taille permet d'écarter les personnes plus grandes ou plus petites, ce qui pourrait être vraiment important. Le FBI a également doublé la somme d'argent qu'il offre désormais comme récompense pour toute information. Cela permettrait de retrouver Nancy Guthrie, ou là où les personnes responsables de son enlèvement. Cette récompense s'élève désormais à 100 000 dollars. Un autre élément clé dans cette affaire pourrait être plusieurs gants qui auraient été retrouvés et qui sont maintenant en cours d'analyse ADN. Et il y a une certaine controverse autour de la façon dont ces gants sont testés. Nous allons en parler dans un instant. Les forces de l'ordre ont confirmé aux médias qu'une paire de gants a été retrouvée lors d'une fouille approfondie du quartier de Nancy. Il n'est pas clair pour l'instant si ces gants sont liés à l'affaire de Nancy. Le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, a déclaré à la chaîne KVOA TV de Tucson, je cite, un certain nombre de gants ont été retrouvés lors de leurs recherches. Certains ont été retrouvés jusqu'à 10 minutes à l'est de l'endroit où vit Nancy, et d'autres à environ 10 minutes en voiture à l'ouest de chez elle. Aujourd'hui, le shérif Nanos a accordé une interview à Fox News et a déclaré qu'il n'avait pas trouvé de gants à l'intérieur de la maison de Nancy Guthrie ni sur sa propriété. On lui a également posé des questions concernant des rapports suggérant qu'un membre de la famille Guthrie serait responsable de l'enlèvement de Nancy. Il a déclaré, je cite, la famille a été à 100% complètement. Tout ce que nous avons demandé, ils l'ont fait. Ça devient fou là dehors avec toutes ces accusations contre la famille. On ne peut pas accuser des gens d'un crime aussi horrible sans avoir de preuves derrière. Mais lors de la même interview, il a aussi déclaré personne n'est jamais vraiment éliminé. À présent, il y a un nouvel appel pour obtenir des vidéos de surveillance du quartier, qui est également lancé par les forces de l'ordre. Jeudi, le shérif du comté de Pima a demandé aux habitants ayant des caméras de surveillance de fournir leurs vidéos. Du 1er janvier au 2 février 2026, dans un rayon de 3 km dans cette partie de la ville, il s'agit de East Skyline Drive et North Campbell Avenue. Et ils disent qu'ils veulent tout ce qui montre des véhicules, la circulation des piétons, ou une activité suspecte.
La maison de Nancy est à environ 4 minutes en voiture au sud de cette intersection. Les forces de l'ordre contactent les utilisateurs de caméras sur Neighbors et demandent à toute personne regardant ceci. Désormais, ces demandes seront signalées par une coche bleue. Le shérif a également publié un lien sur X où les gens peuvent désormais soumettre des vidéos comme preuve. Auparavant, les forces de l'ordre recherchaient apparemment des vidéos à des moments très précis. KVOA a rapporté que les habitants du quartier de Catalina Foothills à Tucson, là où vit Nancy, étaient invités à remettre toute vidéo de surveillance. Ils l'ont fait à des moments très précis. Le 11 janvier entre 21 h et minuit, soit environ 22 jours avant que Nancy ne soit enlevée. Ils voulaient aussi des images du matin du 31 janvier entre 9 h 30 et 11 h, et ils disent que c'est parce qu'il y avait un véhicule suspect dans une rue appelée Via Entrada vers 10 h ce matin-là. Maintenant, alors que la recherche de Nancy continue, il semble qu'il y ait apparemment des accusations internes dans l'enquête. Et nous devons en parler. Le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, il a admis qu'il y a des choses qu'il aurait pu faire différemment lorsqu'on regarde en arrière sur cette enquête. Il a lui-même admis que rendre la maison de Nancy Guthrie à sa famille, au lieu de la conserver comme scène de crime, était quelque chose qu'il ferait différemment. Les forces de l'ordre poursuivent la fouille de la propriété et des terrains voisins. Mais au fil des jours, il semble que la pression de cette affaire entraîne des accusations mutuelles et même de la confusion. Reuters a publié un rapport choc jeudi soir. Ce rapport, il porte la date de Washington, D.C. et cite un responsable des forces de l'ordre américaines au courant de l'affaire. La source indique à Reuters que le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, bloque l'accès du FBI aux preuves dans l'affaire de Nancy Guthrie. Cette source, encore une fois anonyme, n'a pas révélé son identité. La source indique que le FBI a demandé au shérif de lui remettre des preuves, dont un gant du domicile de Nancy Guthrie, pour analyse. Au laboratoire criminel du FBI situé à Quantico, en Virginie, le rapport affirme que le shérif Nanos a insisté pour utiliser un laboratoire privé en Floride. La source indique que cette décision retarde désormais l'intervention du FBI dans l'affaire. La source ajoute également qu'il y a eu des revers antérieurs dans l'affaire, mais n'a pas souhaité en dire plus pour le moment. Au début, lorsque le shérif Nanos a donné plusieurs conférences de presse, il a déclaré que les égos étaient mis de côté. Écoutez, il n'y a pas d'ego ici. Nous, dans cette région du pays, nous acceptons l'aide de n'importe qui. Ce n'est pas une question de savoir qui est responsable. Dès le premier jour, lorsque nous avons contacté le FBI, ils ont eu la gentillesse de dire « tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin ». Mais il y a eu des personnes qui ont critiqué publiquement Nanos alors que cette affaire se poursuivait. Jeudi, dans cette émission, nous avons parlé avec un ancien membre du bureau du shérif du comté de Pima qui connaît Chris Nanos. Il s'appelle Rick Castigar, ancien chef adjoint. Et il a donné plusieurs interviews, pas seulement à nous, où il a critiqué Nanos disant qu'il laisse son ego prendre le dessus. Voici ce qu'il nous a dit. Je connais les acteurs et les membres du bureau du shérif du comté de Pima. Personnellement, j'ai interagi avec eux pendant des décennies et nous avons tous des caractéristiques de personnalité différentes. Mais l'homme qui dirige actuellement ce groupe a une vaste expérience en matière d'enquête. Mais malheureusement, son ego ne lui permet pas de partager la vedette. Et cela, je crois, est devenu problématique pour l'enquête dès le début. Donc Nanos, en réponse à ce rapport de Reuters, et il n'a pas donné de conférence de presse avec plusieurs membres des médias depuis un certain temps. Mais il a déclaré aux chaînes de télévision locales, lors d'entretiens individuels jeudi soir, que cette histoire, selon lui, n'est pas vraie. Il a rejeté les accusations du rapport de Reuters, déclarant à Quoa que l'histoire, je cite, n'est même pas proche de la vérité. Il affirme que son service entretient une relation de longue date avec un laboratoire privé en Floride. Maintenant, le rapport de Reuters affirme que 200 000 dollars ont été dépensés pour ce laboratoire privé en Floride. Mais dans l'interview avec Kevoa, Nanos a déclaré que le laboratoire analyse les preuves bénévolement. Maintenant, voici ce qu'il a dit à la chaîne de télévision au sujet de la raison pour laquelle le laboratoire de Floride effectue l'analyse au lieu du laboratoire du FBI, a-t-il déclaré. Je cite. En fait, le FBI voulait juste envoyer un ou deux éléments. Il parle des gants qu'ils ont trouvés près de la scène du crime, les plus proches, un mile et demi. J'ai dit non, pourquoi faire ça? Envoyons-les tous là où se trouvent tous les ADN, tous les profils et les marqueurs. Ils ont accepté, ça a du sens.
Donc vous avez le shérif là-bas qui admet qu'il veut utiliser ce laboratoire privé en Floride. Mais il dit que le FBI était d'accord avec cette décision. Et il dit aussi que la communication a été excellente entre le bureau du shérif du comté de Pima et le FBI. Il dit qu'il présente un front uni pour repousser ce rapport majeur venant de Reuters. Maintenant, il dit que toutes les décisions prises dans cette affaire sont désormais discutées avec le FBI. Écoutez, peu importe la vérité sur les égos et l'accès des forces de l'ordre ici, tout le monde s'accorde à dire que cela fait presque 2 semaines que Nancy Guthrie, 84 ans, a été enlevée de chez elle. Nous ignorons toujours où elle est et qui l'a enlevée. Nous ne savons pas qui sont là ou les personnes présentes sur ces vidéos de surveillance, même si nous avons d'innombrables agents et adjoints qui travaillent jour et nuit pour tenter de répondre à ces questions. Nous avons vu la maison de Nancy et son quartier fouillés quotidiennement pour des indices. La maison d'Annie Guthrie et son quartier ont également subi plusieurs perquisitions. La maison d'Annie Guthrie fut le dernier lieu visité par Nancy avant de rentrer chez elle. Et puis, quelques heures plus tard, Nancy a été enlevée tôt le matin du 1er février. Le shérif du comté de Pima a déclaré qu'ils n'ont pas encore de suspects ou de personnes d'intérêt. Ils ont mené la perquisition chez un homme arrêté plus tôt cette semaine à Rio Rico, Arizona, près de la frontière américano-mexicaine, selon le shérif Nanos. Lors d'une autre interview avec les médias locaux, j'ai trouvé intéressant qu'il indique que d'autres arrestations sont possibles dans cette affaire. Les forces de l'ordre ont relâché Carlos après quelques heures d'interrogatoire. Il se dit totalement innocent. ABC News rapporte que le FBI a identifié Carlos à partir des informations d'utilisation de son téléphone portable et des données de circulation. Il n'est pas clair ce qui, précisément dans ces éléments, a poussé les enquêteurs à penser qu'ils devaient interroger cette personne dans le cadre de leur recherche de Nancy. Maintenant, Carlos suggère qu'en tant que livreur pendant la journée à Tucson, il est possible qu'il ait peut-être déposé un colis chez Nancy. La belle-mère de Carlos a raconté aux journalistes que la police lui avait montré des images de vidéosurveillance, lui demandant si c'était son gendre, ce qu'elle a nié. Mais en entendant cela, on se demande, les forces de l'ordre croyaient-elles vraiment, en arrêtant Carlos l'autre soir, tenir la personne vue sur ces images de vidéosurveillance? Dans son interview avec Fox News vendredi, le shérif Nano a déclaré qu'il y avait plus d'un élément qui les avait menés à Carlos, mais il dit qu'à ce stade, il est satisfait de l'alibi de Carlos. Tout le monde cherche à savoir qui est cette personne. Regardez cette publication Facebook. Parce que ceci provient d'une femme que le livre Guinness des records présente comme l'artiste médico-légale la plus reconnue au monde. Dans cette publication qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, l'artiste s'appelle Lois Gibson. Elle a publié ceci sur Facebook. Ce n'est pas un portrait robot officiel du suspect validé par les forces de l'ordre. Ceci est un avertissement avant notre analyse. Mais l'artiste médico-légal dit avoir supposé l'apparence du visage de l'homme sans masque. Elle dit avoir utilisé les images de vidéosurveillance vues par tous pour tenter de reconstituer son apparence. Elle ne travaille pas avec les forces de l'ordre ni les enquêteurs sur ce dossier, qui n'ont pas commenté ses croquis. C'est juste diffusé sur les réseaux sociaux et nous voulions le partager. C'est diffusé par les forces de l'ordre au public. Voici la nouvelle affiche de personnes disparues que le FBI a publiée et elle mentionne la nouvelle récompense, ainsi que les photos de Nancy Guthrie et de la personne qui aurait pu l'emmener dans les premières heures du 1er février. Si vous avez des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Nancy Guthrie, contactez le shérif du comté de Pima au 523 150 et 1 400 90 00. Vous pouvez également contacter le FBI au 1-800 call FBI ou aller sur Tips Bigo. Nous accueille maintenant Kurdab, détective à la retraite du service des homicides du comté de Pima, pour discuter de cette affaire. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Il y a beaucoup d'angles différents en ce moment avec cette histoire, mais juste pour vous. Ayant été quelqu'un qui a enquêté sur des homicides dans le comté de Pima, et je suis sûr que vous êtes proche de cette enquête et que vous connaissez des personnes impliquées à ce stade. Au bout de 13 jours, où chercheriez-vous si vous travailliez sur cette affaire? Monsieur, vous allez suivre toutes les pistes possibles que vous pouvez. Je sais que le bureau du shérif et le FBI ont reçu ensemble des milliers de pistes et il faut pouvoir les trier, mais j'espère qu'ils continuent à suivre les pistes. Je pense que ce que nous avons vu ces derniers jours, comme la découverte d'un objet sur le bord de la route qui, je crois, était un gant noir en latex. Ils sont allés prendre des mesures hier. Le FBI, ils avaient une grande tente devant pour pouvoir prendre des mesures. Donc, je pense qu'il est important qu'ils continuent à se concentrer sur la recherche de pistes.
Qu'en penses-tu? Au moment où on enregistre, le gros titre est cet article de Reuters d'hier soir affirmant que le shérif bloquait des preuves. Tu sais, Le FBI d'accéder aux preuves, et puis le shérif dit que ce n'est pas vraiment le cas, parce que tu sais, ils utilisent depuis longtemps ce laboratoire privé en Floride. Et en fait, tu sais, il y a vraiment un front uni entre le FBI et le bureau du shérif. Je n'imagine pas la pression qu'il subit comme shérif. Qu'as-tu pensé de cette histoire, hein, maintenant qu'elle est sortie et après tous ces allers-retours? eh bien, j'ai été très critique envers la façon dont le shérif Nanos a mené cette enquête. La plupart des choses que j'ai vues jusqu'à présent, tu sais, ne sont pas insurmontables. Il faudra y répondre devant le tribunal si on en arrive là. Mais oui, le département du shérif a utilisé DLI. Je pense qu'il s'agit de ADN Labs International qui se trouve quelque part près de Coconut Creek, en Floride. Um, Ils les ont utilisés pendant la majeure partie de ma carrière et moi durant mes 7 ans à enquêter sur des homicides là-bas. Ce n'est pas rare pour nous ou le shérif. Désolé, je ne travaille plus avec eux. Il n'est pas rare que le département du shérif envoie tout notre ADN dès que nous l'obtenons, surtout dans une affaire très médiatisée comme celle-ci, au laboratoire DLI. Ma réflexion, c'est que si le FBI peut le faire, ce sera fait plus rapidement, ce sera fait à moindre coût. Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le FBI. Et j'ai lu l'article qui, vous savez, est sorti chez Reuters. C'était un responsable anonyme du FBI, vous savez, qui a dit ça. Il y a eu une sorte de tir à la corde, je suppose, entre, vous savez, les éléments de preuve qui ont été envoyés. D'après ce que j'ai compris, certains des éléments ont été envoyés au laboratoire DLI en Floride, euh, en urgence, comme s'ils avaient été envoyés là-bas du jour au lendemain et traités en priorité. Mais le problème, c'est qu'ils reçoivent de l'ADN provenant de tout le pays. Donc une urgence, tu sais, une urgence. On aimerait l'avoir en retour sous un jour ou deux, non? Mhm. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tu sais. Dans les laboratoires privés, ils ont des contrats avec d'autres agences et ils ont des délais à respecter pour effectuer le traitement de l'ADN. Ou alors ils sont, tu sais, en infraction de leur contrat. Donc, j'ai vu dans l'article que, tu sais, le shérif Nanos a dit que le FBI avait accepté. Eh bien, je ne sais pas s'ils ont accepté ou non. Je pense juste que c'était une autre erreur en cours de route quand on a la technologie et l'expertise du FBI prêtes à faire cela. Je pense que ça aurait dû être envoyé là-bas, mais c'est mon avis. Oui, on verra. Pour moi, je n'ai jamais mené ni participé à une enquête, donc c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, le public. Quand tu vois, moi, par exemple, la date de l'article est Washington, D.C., tu te dis que ce n'est pas quelqu'un d'Arizona qui s'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu sais, moi, mais clairement, je veux dire, tu es quelqu'un qui sait comment tout ça fonctionne, et tu sais, il y a ça. Je pense qu'on arrive à ce point dans l'enquête, ça fait 13 jours, et tu sais pourtant, dans l'ensemble, dans certains cas, ça peut ne pas être long. Je pense que, tu sais, qu'avec l'attention du public sur cette affaire, ça commence un peu à aller dans cette direction où il y a une certaine frustration, tu vois. Un des éléments de preuve qu'ils ont mis en avant que le FBI a présenté hier, c'était ce sac à dos. Et c'est un type de sac à dos spécifique. Ils disent, tu vois, je sais qu'il est vendu exclusivement chez Walmart. À quel point c'est important, ça. Si tu cherches à identifier la personne sur la caméra de surveillance. Eh bien, c'est vraiment très important. Tu veux découvrir quand ces sacs à dos ont été achetés, tu sais, peut-être retrouver qui a acheté ces sacs à dos. Et si tu arrives à convaincre Walmart de donner ces informations, que ce soit par une assignation à comparaître, un mandat de perquisition ou, tu sais, simplement de leur propre initiative, ce serait une étape énorme, vraiment cruciale dans l'enquête parce que ça te donnerait, tu sais, une idée du moment où ces sacs à dos ont été achetés et t'as une piste pour enquêter sur l'identité de ces personnes. Je pense que c'est une information importante. J'espère qu'ils retrouveront ces personnes, leur parleront et vérifieront leur implication. Quand tu regardes la vidéo de surveillance et que tu vois cette personne, elle porte un masque, tu sais, mais c'est un genre de cagoule qui laisse quand même voir pas mal de choses, surtout quand on pense à toutes les options qu'il y avait pour se couvrir le visage. Quand tu observes leur gestuelle, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué et qui, je pense, pourront aider à identifier cet individu. La première, c'est la démarche. Tu sais, sa façon de marcher, sa démarche, ses gestes. Il m'a semblé qu'il avait une légère inclinaison de l'épaule gauche.
Le nez, la partie de la moustache et le bouc que tu pouvais voir, la façon dont il se penchait. Il y a beaucoup de caractéristiques distinctives, et toute personne que vous connaissez, qui est amie avec quelqu'un, connaît ses manières, connaît sa façon de marcher, connaît sa façon de parler. Même si nous n'avons pas d'audio, vous savez, nous ne savons pas si ce type disait quelque chose. Mais je pense que c'est une information vraiment, vraiment cruciale à diffuser. Qu'aimerais-je voir de plus? Excusez-moi, puisque vous savez, nous sommes au jour 13, vous savez, en arrivant au jour 14. J'espère que le FBI a gardé certaines vidéos de côté, mais qu'il réévalue leur façon de penser concernant la diffusion de certaines d'entre elles. Hum, je pense que cela serait d'une grande aide. Pourquoi ferait-il cela? Parce que, vous savez, quand on est dans ce genre d'affaires et qu'on cherche quelqu'un, vous voyez, c'est facile encore une fois pour moi de dire: «Pourquoi ne pas tout publier et laisser tout le monde regarder et essayer de comprendre? Pourquoi ne publier que des morceaux à la fois au lieu de dire: "Voilà tout ce que nous avons obtenu de la caméra de surveillance, mettons-le à la disposition du public"?» Eh bien, cela peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Quand j'interviewais des suspects de meurtre, parfois je leur montrais des petits bouts, vous savez, de l'enquête, que j'ai pu corroborer et prouver qu'ils étaient là. Peu importe combien de fois ils étaient assis en face de moi à le nier, vous savez, je leur montrais, parfois je leur montrais, la majorité des preuves que nous avions, vous savez, dans l'espoir qu'ils s'en rendent compte. D'accord, c'est fini, ils m'ont eu, et vous savez, je vais raconter mon histoire. Dans une situation comme celle-ci, je ne pense pas qu'il soit intelligent de révéler toutes les preuves qu'ils ont, même toutes les preuves vidéo. Mais je pense que certains éléments particuliers pourraient être bénéfiques à divulguer. Par exemple, comment cet individu est-il entré dans la maison? Était-ce bien par la porte d'entrée? Nous l'y avons vu, mais cela veut-il dire qu'il est passé par là? Cela aurait pu être par une porte arrière, cela aurait pu être par une fenêtre. Donc, ce sont certaines des choses que je pense qui seraient bénéfiques. Et il faut aussi comprendre qu'avec cette affaire aussi médiatisée, je veux dire, elle a une portée mondiale. En divulguant plus d'informations, vous recevrez davantage de pistes, ce qui peut être bénéfique. Et c'est aussi mauvais parce que vous devez vraiment passer au crible toutes ces pistes pour déterminer lesquelles sont valides et lesquelles ne sont que des absurdités. Que pensez-vous du gant en latex? On regarde la vidéo, on voit ça, et on pense tout de suite à la photo du New York Post. Et je pense que tout le monde sur Internet s'enthousiasme à l'idée que ce soit une pièce à conviction clé. Mais en même temps, ça fait presque 2 semaines, et c'est juste sur le bord de la route quelque part. Qui sait à qui est ce gant, si ce n'est pas juste quelqu'un qui l'a jeté ici, comme un déchet, quand on parle de ces gants? Et je pense que le shérif a aussi dit qu'il y avait plusieurs gants retrouvés, certains à environ 10 minutes de chez elle. Je veux dire, à quel point ça pourrait être important. Quelle est la probabilité que la personne qui a fait ça ait jeté un gant sur le bord de la route? Eh bien, vous savez, il faut y réfléchir de plusieurs façons différentes. Il aurait pu le faire, et je dis il parce que ma théorie, c'est que l'individu à la porte était un homme. Et je crois aussi à ma théorie où il y a une autre théorie, une autre hypothèse qui circule, selon laquelle il y avait plusieurs individus. Et si vous réfléchissez vraiment à la complexité logistique de cette enquête, vous savez, pour que le coupable puisse réussir. Il semble logique de penser qu'il y aurait plus d'une personne impliquée, étant donné que le gant a été retrouvé. Je ne sais pas combien de jours il s'est écoulé, 9 ou 10 jours, vous savez. Après coup, c'est un peu préoccupant, mais encore une fois, ce n'est pas insurmontable devant le tribunal. Vous savez, ce n'est pas insurmontable devant le tribunal. Mais l'ADN, comme nous le savons, est extrêmement périssable, cela étant dit, et je vais donner un coup de chapeau au laboratoire DLI ici. J'ai enquêté sur quelques homicides, dont l'un où j'étais l'enquêteur principal, et ils ont réussi à obtenir de l'ADN sur une douille tirée, de l'ADN de contact sur une douille tirée. Je crois que la première fois que cela s'est produit, c'était avec notre agence, la toute première fois que cela arrivait, du moins avec les laboratoires DLI. Donc, comme ce gant était là-bas, oui, il était exposé aux éléments.
Je ne pense pas que le ou les méchants jetaient, vous savez, des gants ou des objets qu'ils avaient avec eux. Mais d'un autre côté, vous savez, et si Nancy avait réussi à provoquer une sorte de grabuge dans la voiture, vous savez, à se défendre un peu, peut-être qu'elle a attrapé un gant, peut-être qu'elle a attrapé un morceau de vêtement et a réussi à le jeter hors du véhicule. Je parle de véhicule car je doute qu'ils l'aient juste fait marcher dans la rue jusqu'à leur destination. Ils étaient clairement en véhicule. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais vous ne pourrez pas déterminer comment c'est arrivé là avant que l'enquête ne soit terminée. Quand il s'agit de cette zone, j'ai vu des inquiétudes concernant les caméras de circulation et sur leur existence, et sur le fait qu'elles puissent éventuellement capturer un véhicule qui s'est enfui. Je sais que les forces de l'ordre sont allées à cette station-service Circle K pour obtenir des images de vidéosurveillance d'un véhicule. Quel est le dispositif des caméras de circulation dans le comté de Pima? Dans le comté de Pima, toutes les caméras de circulation ne sont pas placées au feu de signalisation. J'ai entendu ça hier. Je sais que le département des transports les gère, mais elles n'enregistrent pas les véhicules. Je ne sais pas ce qu'elles enregistrent, c'est ce que j'ai entendu hier. J'ai peut-être mal compris, mais ça je le sais. Ce n'est pas un système d'enregistrement où l'on peut simplement revenir en arrière, taper une date et une heure et regarder cette intersection. C'est un enregistrement en continu et ça enregistre en boucle encore et encore. Donc c'est vraiment regrettable pour cette enquête. Cependant, les voies de sortie qui ont été utilisées ce matin-là, aux premières heures, il y a de nombreux commerces parce que ce quartier est entouré de grandes artères, des axes principaux de la ville et du comté. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a des commerces partout, donc j'espère simplement qu'ils sont allés voir chaque commerce, pas seulement le Circle K sur Oracle Road. À ce stade, nous voyons aussi constamment les forces de l'ordre, le FBI et les employés du bureau du shérif du comté de Pima retourner chaque jour chez Nancy. Et vous savez, quelqu'un avait fait une remarque. C'était du genre: qu'est-ce que vous allez trouver aujourd'hui que vous n'avez pas trouvé hier? Pourquoi continuez-vous à revenir et à examiner cet endroit? Et c'est pareil pour la maison d'Annie Guthrie. Il ne cesse de revenir. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Eh bien, je suis content que vous posiez cette question parce que c'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé à me rendre disponible pour cette enquête. Parce que les gens ne comprennent tout simplement pas le processus d'enquête. Si vous n'êtes pas policier et que vous n'avez pas, vous savez, ou que vous ne travaillez pas pour une agence de police, vous n'allez pas connaître ces choses-là. Mais quand vous allez sur une scène et que vous enquêtez sur un crime, peu importe lequel, que ce soit le vol d'un tuyau d'arrosage ou, vous savez, un homicide ou un enlèvement, il y a certaines étapes qui doivent être suivies. Et ce qui m'a préoccupé dans cette enquête dès le début et pourquoi j'ai été si critique envers le shérif Nanos qui semble diriger cette enquête, ce n'est pas en tant que détective. Est-ce lui qui a pris la décision de libérer la scène? Vous savez, quelques heures ou un jour après l'enlèvement, il aurait été préférable de sécuriser cette scène pendant plusieurs jours. Et vous savez, certaines personnes disent, eh bien, il faut qu'un adjoint soit présent, mais les adjoints étaient déjà là. Vous savez, vous auriez pu garder cette scène fermée et ainsi l'intégrité de la scène aurait été préservée. Donc, au fur et à mesure que vous poursuivez l'enquête, vous menez des entretiens, vous récupérez des enregistrements vidéo, vous obtenez, vous savez, des données techniques que le FBI a pu recueillir à partir des systèmes de caméra. Ensuite, vous pouvez retourner là-bas, vous savez, 2, 3, 4 jours plus tard, et recueillir ces preuves. La différence, c'est que la scène aurait été sécurisée, éliminant ainsi tout doute sur la chaîne de possession. Ils devront maintenant répondre à de nombreuses questions sur la chaîne de possession. Mais encore une fois, ce n'est pas inhabituel parce que, comme je l'ai dit, dans toute enquête, plus on enquête longtemps, plus on apprend de choses. On ignore ce qu'on ne sait pas jusqu'à ce qu'on le découvre. À ce stade, je veux dire, et c'est, vous savez, ça peut être une question difficile à répondre. Mais certaines personnes qui enquêtent sur cette affaire, dans ce comté, ont déjà travaillé sur des crimes graves, comme vous. Mais au bout de 13 jours, à quel point êtes-vous confiant qu'on s'approche du but? Vous vous basez uniquement sur ce que vous entendez pour comprendre, savoir qui l'a fait ou retrouver Nancy Guthrie. Eh bien, comme je l'ai dit, vous savez, la logistique d'un crime comme celui-ci est folle si on prend vraiment le temps d'y réfléchir. Si vous deviez vous asseoir et écrire, vous savez,
les étapes qu'il faudrait suivre pour réussir à kidnapper une femme, la garder en vie, vous savez, quelque part, c'est juste fou. Donc, ils ont vraiment du pain sur la planche. Et je pense vraiment que, vous savez, dans peu de temps, nous allons obtenir des résultats grâce à cela. La pression monte. La vidéo est publiée. Cette personne est maintenant connue du public. Tous les enquêteurs amateurs du monde entier essaient de découvrir qui est ce type. C'est à ce moment-là que des erreurs surviennent. Les murs se referment et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que cela arrive. Oui, j'espère bien. 13 jours, presque 2 semaines déjà, mais il reste beaucoup à faire pour comprendre ce qui s'est passé ici. Kurt Dapp, inspecteur criminel à la retraite. Détective à la brigade des homicides du comté de Pima, merci de nous rejoindre sur Law and Crime. Heureux d'avoir votre avis. Je vous en prie, encore une fois, parce qu'il est vraiment important de continuer à diffuser ces chiffres. Si vous avez la moindre information sur l'endroit où pourrait se trouver Nancy Guthrie, contactez le shérif du comté de Pima au 523 150 et 1 490 00. Vous pouvez également contacter le FBI au 1-800-CALL FBI ou aller sur tipsfbi.gov. C'est tout pour l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Nous sommes également diffusés sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.